Bonsoir les amis, ce soir je vais vous expliquer l'utilisation avec talent de la matière argile en Inde. C'est une matière qui est très très abondante dans l'état du Rajasthan. Je pense qu'elle fournit toute l'Inde en briques et en poterie. Donc que ça soit la fabrique du petit gobelet pour boire le thé, à la jarre pour stocker l'eau, ou alors carrément les montagnes de briques qui sont fabriquées, c'est une véritable industrie là-bas. Vous savez même pas à quel point c'est phénoménal. C'est vraiment intéressant à voir. Et ça fait utiliser aussi d'autres ressources qui sont naturelles, donc très très bien. Les zones argileuses sont utilisées aussi pour stocker, réalisation de bassins pour stocker l'eau de pluie qui tombe bien au niveau de la saison, au niveau de la mousson. Donc c'est important parce que pendant à peu près 4-5 mois, il pleut pas là-bas, donc il faut de la réserve. Donc c'est vraiment bien adapté. Et puis on a plein de petites utilisations un peu cocasses de cette argile pour pouvoir maintenir au sec certaines choses. Et puis ça va jusqu'au, comment dire, à la fabrication de panneaux en 3D. Ils appellent ça du terracotta art, qui est vraiment objet de décoration et aussi de divinité. Hein. Il y en a partout aux entrées des maisons. Souvent vous avez un panneau avec Ganesh et c'est réalisé en argile. Euh, il y a toutes sortes de choses, franchement, des scènes réalisées tout en 3 dimensions, vraiment incroyable. Tout est fait à la main, il n'y a aucune machine. Et ça va même jusqu'à la fonderie de canons, où on a besoin de cette matière. Il faut de l'argile, sinon on peut pas fabriquer de canons. Et là-bas, des canons, vous allez voir, il y en a des redoutables. Il y a des pièces de musée monstrueuses, c'est carrément, on tape dans la démesure là-bas. C'est plus il fallait le canon le plus puissant pour protéger la forteresse à longue distance. Et l'autre en face, qui était concurrent, bah, il faisait la même chose, voire il faisait encore plus grand. Donc, vous voyez, c'est un truc de dingue, quoi. Franchement, c'est phénoménal. Je vous montre ça tout de suite dans l'Inde, les rois de l'argile. C'est parti! Alors, on va commencer par la chose la plus simple, la poterie. Alors, que ça soit des petits verres pour faire des gobelets, des choses comme ça pour boire le thé, ils en boivent beaucoup, beaucoup. Donc c'est souvent usage unique. Quand vous avez fini, hop, pas de vaisselle. De toute façon, il n'y a pas d'eau potable. Donc craque par terre, on écrase, déchets inertes. Ça repart en gravillon, pratiquement comme des petits graviers, quoi. Donc pas de souci. Euh, on peut fabriquer également des gros pots. Ils en fabriquent énormément de toutes les tailles pour stocker l'eau, sûrement. Et cette argile, en fait, naturellement, il est étanche à l'eau. Mais quand on le cuit, il devient légèrement poreux. C'est-à-dire que quand vous remplissez votre pot d'eau, il va rester au frais pendant très très longtemps. Même en plein soleil, le truc en plein soleil. Parce que il y a une petite partie de l'eau qui part à l'extérieur, qui s'évapore. Donc ça piège, en fait, ça prend une partie de l'énergie thermique pour évaporer. Et ça a de moins d'énergie pour chauffer l'intérieur, réchauffer l'intérieur. Si c'était un pot en métal ou quelque chose par exemple, un matériau qui est complètement étanche, euh, rendu étanche par des vernis, de la cire ou des choses comme ça, et ben l'intérieur se réchaufferait à toute vitesse. En quelques heures, vous avez votre eau est à 50 degrés, imbuvable. Donc cette histoire de déperdition légère par suintement, ça passe à travers tout doucement, en petite quantité, hein, ça goûte, hein, c'est pas, on perd pas des verres à la minute, hein, mais on voit que ça goûte, ça fait plic, 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 et ça s'évapore, et ça permet de garder le truc frais à l'intérieur frais pendant très longtemps. Bah, c'est génial comme système, franchement, chapeau. Je vous montre ça, j'ai fait pas mal de photos. Vous verrez, il y a même des trucs, des situations cocasses. On voit des gens qui vendent des poteries, ils sont dans la montagne de poteries. Il y a des poteries jusqu'à 6 mètres d'auteur et ils sont là, dans le creux, là, en train de vendre des pots. Il y a des fabriques, mais phénoménales. En fait, le Rajasthan, je pense qu'il a une réserve d'argile énorme. Donc, c'est un matériau qui est utilisé à fond les manettes. Je vous montre ça. C'est impressionnant.
D'ailleurs, les poteries, on les retrouve même sur des scènes de danse folklorique traditionnelle, où vous voyez des dames danser avec des piles de poterie incroyables sur la tête, sur le front, quoi. Donc, je vous le recommande d'aller voir ça, c'est pas mal à voir, franchement, c'est du local, et ça met à l'honneur, encore une fois, l'argile. La deuxième, la chose la plus simple, enfin qui paraît simple au départ, de loin on se dit, oh, ils font des briques. Oui, mais quand on commence à aller voir les chantiers de fabrication de briques, on voit qu'il y a une sacrée logistique derrière, hein. Parce qu'il faut déjà préparer des millions de briques, pas des dizaines de milliers, des millions de briques. Donc il y a une sacrée logistique de main-d'œuvre pour préparer ça, mais laisser sécher au soleil pour que ça durcisse suffisamment comme de la terre sèche, qu'on va dire. Il faut transporter ça jusqu'au four. Il faut entreposer ça correctement parce que si on met ça n'importe comment, si on mettait par exemple, on faisait un énorme tas de briques, un cube de briques les unes sur les autres, celle autour serait complètement carbonisée et celle au milieu ne sera même pas cuite. Donc ils sont obligés de laisser des espaces entre chaque brique pour que l'air chaud puisse circuler et que la brique soit bien cuite de partout. Et que celle du dessous soit bien cuite, celle du dessus soit bien cuite, celle de l'intérieur aussi. Donc on met pas ça n'importe comment. C'est pas n'importe qui va dire allez hop on va faire cuire des briques. Ah non, le mec il fait ça depuis des années, des générations, il sait ce qu'il fait. Donc il y a toute une mise en place incroyable parce que c'est pas, je vous dis, c'est pas 10 briques d'un coup, c'est des millions. Alors c'est une énorme montagne de briques qu'on met en place. Ils couvrent ça, ils font des évents pour contrôler les températures. Ils mettent, pareil, ils font venir des cargaisons mais monstrueuses de paille ou de paillasse, on va dire, de résidus de déchets dans les champs. Euh, on bourre ça, on met le feu, on contrôle la température. Trop cuit, pas bon. Enfin, trop chaud, pas bon. Pas assez chaud, pas bon non plus. Il y a des endroits où les briques vont pas bien cuire. La qualité sera pas bonne. Donc, ils connaissent leur métier, hein. Ils savent où il faut enlever des trappes, où il faut refermer des trappes. Tout est prévu, hein. Et je vous jure, c'est une colline artificielle. Quand vous êtes dessus, vous dites, je suis en plein milieu du chantier de briques là qui va de là-bas au bout jusque. Oh, et vous le sentez, hein, parce que vos pieds, vos semelles commencent à fondre, hein. Vous dites, ah ouais, il fait chaud là-dessous, hein. Il n'y a pas intérêt de passer à travers. Il y a aussi des fours en forme de dôme, mais en général, c'est beaucoup plus petit, hein. Enfin, quand ça fait 10 mètres de 10-12 mètres de diagonale, c'est tout le bout. Enfin, diamètre, c'est vraiment tout le bout. Alors que des fours à briques, ça peut être des centaines de mètres, hein. C'est vraiment phénoménal. Bon, après, la pollution atmosphérique, c'est encore autre chose. Mais bon, au moins, ils utilisent ce qu'ils ont sous la main. Donc, ils n'utilisent pas de charbon, ni pétrole, ni rien du tout pour faire chauffer ça. C'est vraiment des matériaux du champ. Euh, et puis après, il faut déblayer tout ça. Une fois que c'est cuit, pareil, il y a une sacrée logistique pour tout démonter le toit, tout sortir les briques et le retransporter le stocker ou l'envoyer sur les chantiers directement. Alors, vous avez souvent des tas de briques énormes sur les côtés des routes. Vous dites, bah, comment ça se fait qu'il y a 10 mètres cubes de briques là à tel endroit? Bah, c'est tout simple, c'est qu'il va y avoir un chantier dans pas longtemps. Il n'est pas encore démarré, mais tout est prêt. Ils ont ramené là, ils savent qu'il y a une maison qui va être construite ici, ou un temple, ou autre chose. Il n'y a pas de souci. Donc tout est prévu. Euh, Après, bah, je vous montre ça et ensuite je vais vous parler d'un truc un peu hors du commun. On voit ça que là-bas, c'est dingue.
Cette région du Rajasthan, elle a beaucoup de zones argileuses et ça a permis la construction d'énormément de bassins pour stocker l'eau pendant la saison des pluies. Ils font des réserves d'eau énormes et redistribuent pendant la saison sèche. Et cette saison sèche, elle peut durer, elle dure des mois, hein. En général, ça dure de décembre jusqu'à mai-juin. Il n'y a pas une goutte d'eau. Donc, il faut faire avec ce qu'on a sous la main. Et c'est bien parce que ça évite de taper trop dans les réserves des nappes phréatiques, qui sont des fois au plus bas ou critiques à certains endroits. Donc, c'est bien. C'est quand même un pays où au mois de mai-juin, il fait pratiquement 45 degrés. Hein. Donc, par endroit, faut s'accrocher. C'est une belle utilisation de cette ressource qui est permis grâce à l'argile, hein, parce que si c'était un autre matériau, l'eau s'infiltrerait dans le sous-sol, terminé, réserve zéro. Ou alors il faudrait des citernes, il faudrait... Là, vous avez des choses complètement à ciel ouvert, sur des surfaces gigantesques, plus gros que des terrains de foot des fois. Un peu comme des mini-lacs artificiels, donc franchement, bien. C'est pas mal fait. Par contre, je n'ai pas, malheureusement, de photos à vous montrer là-dessus. Donc, on passe au chapitre suivant qui est pas mal non plus. Le truc hors du commun, maintenant, c'est les bouses. Ils récupèrent les bouses de vaches et de yak comme combustible, mais il faut les stocker. Parce que quand on est en pleine mousson, ça prend l'eau, c'est humide, on peut pas cramer ça, c'est pas possible, on peut pas l'utiliser pour faire de la cuisine. Donc l'idée c'est, on empile les bouses à un endroit, on fait un beau petit carré de bouse sur environ 1 mètre, 1,50 m d'auteur, et on construit en argile à la main, avec de l'argile, une petite maisonnette, mais bien belle, bien propre, décorée et tout, hein. C'est un truc, on dirait une belle niche à chien de loin, et en fait c'est beaucoup plus gros. Et ça permet de stocker tout ce combustible pendant des mois et des mois au sec. Franchement, puis bon, pour casser, on peut casser facilement un coup de marteau pour aller, un côté pour aller récupérer le combustible tranquillement. Et on peut refermer derrière, il n'y a pas de souci, hein. Toujours avec le même matériau. Vive l'argile, franchement c'est génial. Mais c'est un usage un peu spécial, quoi. Ça n'existe pas partout. Je vous montre ça, c'est cocasse. J'ai vu aussi à certains endroits quelques petites réserves de grains, quelque chose. Ça faisait un peu comme des huttes, mais c'est limité en taille parce qu'ils peuvent pas faire des maisons complètes en argile. Faudrait des armatures de bois, des choses comme ça, ou des armatures assez costauds. Donc ils font des petites choses pour peut-être stocker jusqu'à une certaine hauteur, pour protéger peut-être des souris, des rats, des mulots qui mangeraient le grain ou des choses comme ça, peut-être, c'est déjà suffisant. Au moins, ça évite de prendre l'eau trop rapidement, c'est pas mal. Ça reste au sec, je pense, pendant un certain temps. Un truc vachement décoratif, ce sont les plaques 3D. Moi j'appelle ça des plaques 3D, je sais pas comment appeler ça, c'est de la poterie qui est fait à plat par terre. Mais c'est pas des trucs pleins ou des gros morceaux qu'on vient ensuite sculpter et tout. Non, 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 c'est des trucs en 3D. C'est-à-dire avec des épaisseurs très fines pour que la cuisson soit vraiment bien homogène et que ça durcisse bien. Sinon, il y a des endroits ça serait encore un peu mou et d'autres endroits ça serait carbonisé. Selon les épaisseurs, faut que les épaisseurs soient régulières. Donc, je vous dis pas comment c'est pas facile. Ils sont à quatre pattes en train de rajouter, ça fait des formes et ils font tous des petits trucs à base de, ce sont des petites scènes avec des scènes dans les fermes, des scènes de combat, des scènes avec des dieux. On voit beaucoup Ganesh. Ils font énormément l'éléphant Ganesh et en général, souvent les poteries sont mises à l'entrée des maisons ou dans les portails d'entrée. Ça peut servir aussi de décoration dans certains temples, j'en ai vu également. Mais on peut faire carrément des façades complètes ou des murs intérieurs complets avec ça. C'est magnifique, franchement.
C'est un boulot de dingue. Et j'ai eu la chance de croiser sur ma route, une fabrique de ça. C'est plutôt rare, hein. Tout est fait à la main. Il n'y a pas une seule machine. Donc, tout est, chaque pièce est unique. Et la deuxième sera pas pareil, même s'ils refont le même modèle et tout, c'est pas tout à fait pareil selon la personne, selon la technique, selon l'argile, si elle est pas assez humide ou pas. Des fois, ils ratent, ils reprennent, ils retouchent, ils enlèvent, ils recommencent. Tout est possible. Une fois tant qu'il est pas cuit, ce matériau, on peut le remodeler presque à l'infini, c'est magnifique. Mais c'est un sacré boulot, franchement, et ça donne des résultats vraiment très beaux. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Comment c'est fait? Et heureusement, j'ai eu la chance d'être avec un chauffeur, accompagnateur, guide. Il a tout fait. Et quand je lui dis, mais c'est magnifique ce truc, c'est fabriqué par ici Et il m'a dit, mais je connais une entreprise qui fait ça, familiale. Allez sur notre route, on ira la visiter. Ça t'intéresse, c'est génial, parce qu'il y a les gens passent à côté, ou ne voient rien, ou font pas gaffe. Et c'est vraiment, à découvrir ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, ça se fait de moins en moins. Je pense que peut-être, est-ce que c'est un métier qui disparaîtra dans les années à venir ou qu'on ne verra même plus? On ne sait pas, donc il faut en profiter. Et, à mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup de fabriques comme ça, hein. C'est tellement artisanal. Et on termine par le truc le plus compliqué à fabriquer, les canons. Alors, les canons Orage-Astan, il y en a un sacré paquet. Vu le nombre de forteresses géantes qu'il y a là-bas, que je vous conseille à visiter tellement c'est dingue. Je vous dirais même qu'il y a des forteresses qui avaient même leur propre fonderie de canons. Et pas des petits bidules, hein. On fait dans la démesure là-bas. C'est celui qui aura le plus gros canon monstrueux. Alors des trucs qui sont obligés d'être tirés par toute une cohorte d'éléphants pour les monter sur les remparts. On est obligé de prévoir des pentes de 150, 200 mètres pour pouvoir monter ce truc-là qui est gigantesque sur les remparts. Et pour le manœuvrer en cas d'attaque, il faut 2, 4 éléphants, peut-être plus. C'est un truc de fou. Mais alors, vous verriez les machins, ce sont des œuvres d'art. Alors, comment c'est réalisé un canon? Eh ben, en fait, on fait la maquette du canon, mais grandeur nature, hein, comme si on fabriquait le canon en argile. Du bois, des cordes, de l'argile autour. On modèle, on sculpte, on met ce qu'on veut, tout. On fait nickel. Et ensuite, on rajoute une fois que ça c'est fait, on a l'impression d'avoir un canon, hein, mais il est en argile. C'est juste la matrice qui est fabriquée. Et là-dessus, on vient mettre quelque chose qui ne colle pas, genre par exemple de la cire ou un truc huileux, quoi. Et après, au-dessus de tout ça, on vient en remettre de l'argile, du bardage en métal, des bandes de métal pour tenir tout ça, comme si c'était enfermé dans un panier, quoi. Et l'argile sert partout.
Si on l'a pas, on peut pas fabriquer le canon. Ou alors c'est compliqué avec du sable et tout. Ça tient pas le coup. Ou alors c'est un peu spécial. La technique est beaucoup plus compliquée. Enfin, c'est pas la même technique. Et il y a encore des endroits, il y a encore les fonds, enfin, les restes de fonderie. Et on voit même encore des restes de moules à canon qui n'ont pas encore servi, ou qui n'ont pas servi, ou qui avaient des défauts, donc ils ont laissé tomber, ils ont laissé ça de côté, mais ils les ont pas détruits. Et d'autres qui ont servi, et qui après, ils ont tout cassé, une fois que c'est fondu, une fois que le métal fondu est versé dans le moule, bah après, on enlève les bardages, on éclate tout, on y va au marteau burin pour enlever tout, bah, tous les excédents d'argile brûlés, cuits et brûlés, et jusqu'à temps d'atteindre le métal, quoi. Et après, bon, bah, il y a tout un travail sur le métal pour le rendre poli, machin, tout ce qu'on veut, quoi. Mais les canons c'est d'une démesure au niveau artistique. Ça me fait penser aux canons impériaux chinois. C'est pas un malheureux tube, hein. Non, non, c'est un machin avec des têtes de dragon partout, vous verriez, c'est une œuvre d'art, hein. On n'oserait même pas y toucher, ni s'en servir. Des fois, on se demande même si c'est une vraie arme, ou si c'est un truc juste pour décorer, quoi. Mais non, non, c'est des vraies armes. Donc, les mecs, ils mettaient le paquet, hein. Ils sortaient pas un truc minable. Non, 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 non. Quand on sortait un canon d'une taille démesurée, on en sortait un. On n'en faisait pas 10 d'affilée, quoi. C'était un chantier de préparation assez long, pour avoir un résultat. Des fois, un truc qui déconne, c'est foutu, on est obligé de recommencer. Si jamais ça a éclaté à un endroit où s'il y a des bulles dans le métal et que ça le rend très fragile, le canon il est foutu, on est obligé de tout péter, on recommence. Donc je vous dis pas, ça... Et il y a des endroits, oui, à un endroit, on arrive à trouver ça encore intact. Alors que tout partout ailleurs, c'est parti à la trappe, hein, c'est parti à la ferraille, ça a été détruit, ça n'existe plus. Donc vous voyez, cette matière-là, l'argile, elle est partout. Aussi bien chez les civils que chez, chez les armées qui avaient des canons dans tous les coins sur les remparts. C'était phénoménal. Il y a même des forteresses. Je pense pour les approcher, ça devait être très très compliqué à 1 kilomètre ou 2 de distance. C'était même pas la peine. Il fallait même pas insister et dire non, non, si on approche trop près, on va se prendre des boulets gros comme ça. Ça va faire un de ces dégâts. Donc je vous recommande le tour en Rajasthan parce qu'il y a plein de choses à voir. Des temples, des forteresses, des choses tellement insignifiantes, on n'y pense même pas. Mais quand on ouvre les yeux un peu partout, on se dit « Ah putain, dis donc, c'est décoratif, c'est utile, ça a son intérêt. Et puis c'est naturel, cette matière elle est naturelle. » Donc franchement, chapeau, chapeau. Voilà, donc vous voyez cette matière naturelle qu'est l'argile, euh, elle est vraiment utilisée avec talent depuis très très longtemps. Elle est très abondante dans cette partie du monde et elle n'est pas près d'être détrônée par un autre matériau de construction, je vous le dis, hein. Elle fait vivre énormément de gens pour fabriquer ne serait-ce que des briques. C'est toute une industrie, même saisonnière, même si elle est saisonnière, cette industrie, il faut du monde, vous voyez, pour la fabriquer, enfin la préparer, la fabriquer, la transporter. Donc c'est vraiment intéressant à voir sur place. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et puis abonnez-vous, hein, n'hésitez pas à vous abonner parce que il y aura bien d'autres vidéos qui vont arriver encore. Sur tous mes voyages, j'en ai vu de toutes les couleurs. Merci encore, à bientôt, ciao ciao.